Pendant 12 années, l'être que j'aimais le plus au monde, mon propre fils, a transformé ma vie en un cauchemar vivant, me violant jour après jour alors que j'étais paralysée, incapable de me défendre. Voici mon histoire, celle d'une trahison inimaginable et d'une lutte acharnée pour retrouver ma liberté. Si vous avez le courage d'entendre cette vérité crue, montrez-le-moi. Aimez cette histoire et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour montrer que vous soutenez les survivantes comme moi. Je m'appelle Marguerite Dubois, j'ai 70 ans et à Savannah, en Géorgie, on me connaît aujourd'hui comme la femme souriante du marché de Forsyth, vendant des herbes médicinales avec une douceur qui cache un passé d'horreur. Derrière ce sourire, il y a une douleur que j'ai portée en silence pendant des années, une douleur si profonde qu'elle pourrait faire frémir quiconque possède une once de décence. Mais je ne suis pas seulement une victime, je suis une survivante et cette histoire, aussi dure soit-elle, doit être racontée. Laissez-moi vous emmener dans mon passé, dans les jours où ma vie a basculé, où l'amour d'une mère a été trahi de la manière la plus ignoble. Je suis née dans une famille modeste, dans un coin tranquille de Savannah, où les rues bordées d'arbres moussus semblent murmurer des histoires d'espoir et de chagrin. Ma mère est morte quand j'étais petite, me laissant avec un père distant, un homme dur qui ne savait pas exprimer son affection. J'ai juré que mon enfant connaîtrait un amour que je n'avais jamais eu. À 19 ans, j'ai donné naissance à mon fils, Daniel, un garçon que j'ai élevé seul après que son père, un charmeur aux belles paroles, m'a abandonné en apprenant ma grossesse. Il m'a dit qu'il était trop jeune pour être père, qu'il ne voulait pas de responsabilité. J'étais jeune, naïve, mais déterminée. J'ai travaillé comme une forcenée dans une usine textile, un bâtiment bruyant et poussiéreux où des centaines de femmes s'échinaient sur des machines à coudre, fabriquant des vêtements que nous ne pouvions jamais nous offrir. Chaque jour, je me levais à l'aube, préparais le petit déjeuner, laissais un repas prêt pour Daniel, prenais 2 bus pour arriver à l'usine avant 7 heures. Là, je passais des heures courbées sur ma machine, les doigts engourdis, le dos douloureux, respirant la poussière de tissu et les vapeurs chimiques. Le soir, épuisée, je rentrais à la maison pour faire le ménage, aider Daniel avec ses devoirs, laver ses vêtements, tout en rêvant d'un avenir meilleur pour lui. Daniel était un garçon affectueux, du moins c'est ce que je pensais à l'époque. Il m'aidait à la maison, balayait la cour, sortait les poubelles, me disait qu'il m'aimait et qu'un jour il prendrait soin de moi. Ces mots me donnaient la force de continuer, de supporter la fatigue écrasante et les longues journées à l'usine. Je rêvais qu'il ferait des études, trouverait un bon travail et que nous aurions enfin une vie paisible. J'ai économisé chaque centime pour lui acheter des fournitures scolaires, des vêtements corrects, des chaussures neuves quand ses pieds grandissaient. Les week-ends, je l'emmenais au parc, lui offrais une glace, essayant de lui donner l'enfance que je n'avais jamais eue. Mais, en regardant en arrière, je me rends compte que cet amour débordant, ce désir de lui donner tout ce que je n'avais pas eu, a peut-être semé les graines d'un monstre. J'ai travaillé plus de 20 ans dans cette usine, sacrifiant ma santé, mes rêves, ma jeunesse, tout pour lui. Clara, ma collègue à l'usine, une femme chaleureuse avec un rire communicatif, me voyait m'épuiser. Elle me disait souvent « Marguerite, tu te tues à la tâche pour ce garçon, prends soin de toi ». Mais je balayais ses inquiétudes d'un sourire, disant que tout allait bien, que Daniel était ma raison de vivre. Clara était ma seule amie proche à l'usine. Elle avait une 40aine d'années, des cheveux bouclés toujours attachés en chignons désordonnés et une manière de parler franche qui me réconfortait. Elle m'apportait parfois un café ou un morceau de gâteau fait maison, insistant pour que je prenne une pause. Elle avait rencontré Daniel plusieurs fois quand il venait me chercher à l'usine après l'école. Il jouait le fils modèle, souriant, poli, disant « Merci, Madame Clara, d'être si gentille avec ma mère. » Clara, comme tout le monde, était charmée. Personne ne pouvait imaginer ce qu'il deviendrait. À l'école, Daniel était un élève moyen, discret, obéissant. Les professeurs le décrivaient comme respectueux, sans problème de comportement. J'étais fière, pensant que j'élevais un bon garçon, un futur homme droit.
Mais à ses BC System, 18 ans, il a commencé à changer. D'abord, c'était des regards étranges, surtout quand je changeais de vêtements ou sortais de la douche. Des regards appuyés qui me mettaient mal à l'aise, mais que j'essayais d'ignorer, pensant que c'était dans ma tête. Puis, il est devenu plus collant, trop affectueux d'une manière qui n'était pas normale entre une mère et un fils adulte. Il voulait me serrer dans ses bras tout le temps, me donnait des baisers sur la joue qui duraient trop longtemps, trouvait des excuses pour se rapprocher, me toucher. Quand je cuisinais, il venait derrière moi, me prenait dans ses bras, pressant son corps contre le mien d'une façon qui me faisait frissonner d'inconfort. Quand je me plaignais, il riait, disant qu'il était juste affectueux, que je voyais le mal là où il n'y en avait pas. Une fois, il a proposé de me masser parce que j'étais fatiguée du travail. J'ai accepté, pensant que c'était une attention de fils, mais ses mains ont glissé de mes épaules vers mon dos, puis vers les côtés de mon corps, s'approchant de ma poitrine. Quand je lui ai dit que ce n'était pas correct, il a ri, disant que j'exagérais, qu'il voulait juste me soulager. Les choses ont empiré, de manière si subtile qu'il m'a fallu du temps pour comprendre l'horreur qui se déroulait. Un jour, il a franchi une ligne encore plus odieuse. Alors que j'étais dans ma chambre, il est entré sans frapper, prétendant chercher quelque chose. Ses yeux étaient fixés sur moi, sur mon corps, d'une manière qui n'avait rien de filial. Quand je portais une chemise de nuit, il s'attardait, parlait de n'importe quoi pour rester plus longtemps, observant mon corps avec une insistance qui me glaçait le sang. Quand je lui faisais remarquer son comportement étrange, il s'énervait, disant que j'avais l'esprit tordu, que j'étais paranoïaque à cause de la fatigue du travail. Il me faisait sentir coupable de douter de lui, me disant que j'étais égoïste, que je voyais le mal là où il n'y en avait pas. Une nuit, il est rentré légèrement ivre et a insisté pour dormir dans mon lit, disant qu'il avait fait un cauchemar horrible et qu'il ne pouvait pas dormir seul. J'ai cédé, pensant que c'était temporaire. Mais au milieu de la nuit, je l'ai senti se presser contre moi, sa main sur ma taille, sur ma jambe. Quand je me suis réveillée en sursaut et lui ai demandé ce qu'il faisait, il a prétendu dormir profondément. Le lendemain, il a nié, disant que j'avais rêvé, que j'étais confuse à cause du stress. Il me faisait douter de ma propre mémoire, de ma propre réalité. Cette manipulation psychologique était insidieuse. Il me répétait que j'étais épuisée, que je devenais folle, que je devais me reposer davantage. J'ai commencé à avoir peur de mon propre fils, mais en même temps, je me sentais coupable de penser ces choses horribles de lui. Après tout, c'était mon garçon, celui que j'avais élevé avec tant d'amour et de sacrifice. Comment pouvais-je imaginer qu'il avait des pensées impures? J'ai essayé de me convaincre que j'inventais tout cela, que le travail m'avait rendu paranoïaque. J'ai commencé à éviter d'être seule avec lui, verrouillant ma porte de chambre, une première pour moi, et changeant mes habitudes pour m'habiller dans la salle de bain. Mais ces précautions me rendaient encore plus anxieuse, car je ne comprenais pas pourquoi je devais me protéger de mon propre fils. Puis est venu le jour qui a tout changé, divisant ma vie en un avant et un après. C'était une matinée ordinaire. Je me suis levée à l'aube, comme toujours, j'ai préparé le petit déjeuner, organisé mon déjeuner, et me suis préparée pour l'usine. Daniel dormait encore quand je suis partie. La journée était chaude, mais une brise légère rendait l'air agréable. À l'usine, j'étais concentrée sur une commande de vêtements féminins à finir avant midi. Soudain, une douleur atroce m'a traversé la tête, comme si on m'avait frappé avec un marteau. Ma vision s'est obscurcie, le sol s'est mis à tourner et j'ai essayé de m'accrocher à la table de la machine, en vain. Le dernier souvenir que j'ai est celui de ma chute, du bruit des machines s'arrêtant, des cris des autres femmes courant vers moi. Puis, le noir total. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital, entourée de machines. Le médecin m'a expliqué que j'avais eu un AVC, une hémorragie cérébrale. Il a dit que j'étais jeune pour cela, que le stress du travail et de la vie y avait contribué. Le côté gauche de mon corps était engourdi. Je ne pouvais plus bouger mon bras ni ma jambe correctement. Ma vie a basculé dans l'enfer. J'avais besoin d'aide pour tout, me laver, m'habiller, aller aux toilettes, manger.
Daniel, alors âgé de 22 ans, s'est proposé pour s'occuper de moi. Il a dit qu'il abandonnerait tout pour me soigner, car j'avais dédié ma vie à la sienne. J'étais émue par tant de dévouement. Les premiers jours à la maison semblaient normaux. Il m'aidait à me laver, me nourrissait, m'emmenait aux toilettes. J'étais reconnaissante d'avoir un fils aussi attentionné. Mais bientôt, tout a changé. Daniel a renvoyé l'aide-soignante, une femme douce nommée Marie, qui venait 3 fois par semaine pour m'aider à me laver et faire de la kinésithérapie. Il disait qu'elle était négligente, qu'elle me faisait mal pendant les exercices. Il a inventé tant de plaintes qu'elle a fini par partir. Puis, il a commencé à dire que j'étais très sale, que j'avais besoin de bains plus longs, qu'il devait me nettoyer mieux que quiconque. Les bains, qui duraient 10 minutes avec Marie, s'étiraient sur plus d'1 heure avec lui. Il prétendait que les personnes paralysées accumulaient de la saleté dans des endroits insoupçonnés, qu'une mauvaise hygiène pouvait causer une infection mortelle. Ses mains s'attardaient sur ma poitrine, sur mes parties intimes, toujours sous prétexte d'une hygiène approfondie. Quand je protestais, il disait que c'était nécessaire, que je ne comprenais rien aux soins médicaux, qu'il avait tout appris sur Internet. Il me manipulait, me faisait douter de mes propres ressentis, disant que j'étais égoïste, que je devais être reconnaissante pour sa patience. Mais ce n'était pas tout. Un jour, alors que je cherchais un vieux collier en perles, un héritage de ma mère, je me suis rendu compte qu'il avait disparu. Mes bagues, mes bracelets, tout ce qui me restait de ma mère avait été vendu par Daniel. Il a admis l'avoir fait, disant qu'il avait besoin d'argent pour mes frais médicaux. Mais je savais qu'il mentait. Clara, qui m'avait rendu visite à l'hôpital, m'avait raconté avoir vu Daniel au bar du quartier, dépensant sans compter, buvant et riant avec des amis. Il avait pris les derniers souvenirs de ma mère, les seuls objets qui me reliaient à elle, pour financer ses plaisirs. Cette trahison m'a brisé le cœur, ajoutant une douleur émotionnelle à l'horreur physique que je commençais à subir. Il ne s'agissait plus seulement de regards ou de gestes inappropriés. Daniel devenait un prédateur, utilisant ma faiblesse pour satisfaire ses désirs malades. Clara a essayé de m'aider. Elle venait à la maison, frappait à la porte, demandant à me voir. Mais Daniel la repoussait, disant que j'étais trop faible, que les visites me rendaient nerveuse. Une fois, alors qu'elle insistait, il a crié à travers la porte. « Elle dort, elle a besoin de repos !» Clara, inquiète, a fini par s'éloigner, croyant qu'elle me dérangeait. Daniel a tout fait pour m'isoler, coupant les ponts avec le monde extérieur. J'étais prisonnière dans ma propre maison, dans mon propre corps, incapable de me défendre. Chaque jour, la peur grandissait, mêlée de honte et de culpabilité. Comment pouvais-je penser de telles horreurs de mon propre fils? Mais au fond de moi, je savais que quelque chose de terrible se passait et que l'enfer ne faisait que commencer. Chaque jour, les prétendus soins de mon fils se transformaient en un rituel de terreur, ces mots d'amour tordus en une justification malade pour ses crimes. J'étais Marguerite Dubois, une femme de 70 ans, autrefois fière et travailleuse, aujourd'hui prisonnière de mon propre corps et de la cruauté de l'être que j'avais élevé avec tout mon amour. Dans cette maison de Savannah, Géorgie, qui était autrefois mon refuge, chaque instant devenait une descente plus profonde dans l'enfer. Daniel, mon fils, avait transformé ma vie en une cage dont il était le geôlier, et ses abus, camouflés sous des excuses médicales, me laissaient brisée, terrifiée et sans espoir. Ce que je vais vous raconter maintenant est si révoltant que vous sentirez peut-être la colère monter en vous, comme elle brûle encore dans mon cœur. Si vous avez le courage d'entendre cette vérité, montrez-le-moi. Aimez cette histoire et laissez un commentaire avec le mot « 1 » pour montrer que vous vous tenez aux côtés des survivantes. Les premières semaines après mon AVC, alors que j'étais encore en train de m'adapter à cette nouvelle réalité où mon corps ne m'obéissait plus, Daniel jouait encore le rôle du fils dévoué. Il me nourrissait, m'aidait à me laver, me parlait doucement, comme s'il était vraiment là pour me protéger. Mais ce masque a vite commencé à se fissurer. Les bains, qu'il avait prolongés sous prétexte d'hygiène, devenaient des séances d'horreur.
Il passait des heures à nettoyer mon corps, ses mains s'attardant sur ma poitrine, mes parties intimes, avec une lenteur qui n'avait rien de médical. Il disait que les personnes paralysées devaient être nettoyées avec soin pour éviter des infections mortelles, qu'il avait lu des articles spécialisés sur Internet, qu'il faisait tout cela pour mon bien. Quand je protestais, faiblement, avec le peu de force qu'il me restait, il me regardait avec un sourire condescendant et disait « Maman, tu ne comprends rien aux soins médicaux. Tu devrais être reconnaissante que je prenne le temps de m'occuper de toi. » Ces mots me transperçaient comme des lames, me faisant douter de moi-même, me faisant sentir coupable d'oser remettre en question ses intentions. Mais ce n'était que le début. Daniel a commencé à me donner des pilules qu'il appelait des vitamines spéciales pour renforcer mon corps. Il les mélangeait à mes médicaments prescrits par le médecin, disant qu'il les avait achetés à la pharmacie pour compléter mon traitement. Au début, je n'ai rien soupçonné. Mais après avoir pris ces pilules, je me sentais de plus en plus faible, confuse, comme si mon esprit s'embrouillait. Mes pensées devenaient floues, mes souvenirs incertains, et je n'avais plus la force de crier ou de me défendre quand il me touchait de manière inappropriée. Ces moments étaient insupportables. Ses mains exploraient mon corps avec une assurance écœurante, et il parlait toujours de « soins nécessaires », disant que j'avais de la chance d'avoir un fils si dévoué. Je voulais hurler, mais ma voix était étouffée, non seulement par la faiblesse physique, mais aussi par la peur qu'il m'avait instillée. Il me répétait que personne ne me croirait, que tout le monde le voyait comme le fils modèle qui avait tout sacrifié pour sa mère malade. Puis, l'horreur a pris une tournure encore plus ignoble. Daniel a commencé à inviter son ami, Marc, un homme louche aux manières grossières, à la maison sous prétexte de l'aider à s'occuper de moi. Marc était un ancien collègue de Daniel, un type au regard fuyant qui riait trop fort et sentait l'alcool. La première fois qu'il est venu, j'ai cru qu'il était là pour apporter un soutien, peut-être pour aider à déplacer des meubles ou à faire des courses. Mais non. Daniel l'a fait entrer dans ma chambre pendant un de ses soi-disant bains. J'étais nue, vulnérable, incapable de bouger, et Marc est resté là, à regarder, un sourire narquois sur le visage. Daniel, avec un calme glaçant, a continué ses attouchements, expliquant à Marc que c'était normal pour une personne paralysée, que c'était une question d'hygiène. Marc a éclaté de rire, disant « T'as vraiment un boulot ingrat, mec. Faut du courage pour nettoyer une vieille comme ça. » Ces mots m'ont transpercé, me réduisant à un objet, une chose sans dignité. Puis, dans un moment qui me hante encore, Marc a ajouté « Laisse-moi essayer, juste pour voir ce que ça fait de jouer au docteur. » Et il a touché mon corps, riant comme si c'était un jeu. J'ai voulu crier, mais ma voix était bloquée, mon corps inerte. Daniel n'a rien fait pour l'arrêter. Il a juste ri avec lui, comme si mon humiliation était une blague entre amis. Cette complicité m'a rempli d'une rage impuissante, une colère qui bouillonnait dans mes veines mais ne pouvait s'exprimer. L'isolation devenait totale. Daniel avait déjà chassé Clara, ma collègue et amie, en lui disant que je ne pouvais pas recevoir de visite à cause de mon état. Mais il ne s'est pas arrêté là. Le pasteur Jacques, un homme gentil qui dirigeait notre petite église de quartier, venait régulièrement pour prier avec moi. Il apportait toujours un mot de réconfort, une parole douce qui me rappelait qu'il y avait encore de la bonté dans le monde. Mais Daniel l'a repoussé aussi. Il disait que les visites me rendaient nerveuse, que le médecin avait recommandé un repos absolu. Jacques, inquiet, a insisté pour me voir, mais Daniel l'a accueilli à la porte avec un sourire mielleux, disant « Maman est très faible, pasteur. Vos prières sont appréciées, mais elle ne peut pas vous recevoir maintenant. » Jacques a fini par partir, croyant qu'il respectait ma santé. Chaque fois que quelqu'un frappait à la porte, Daniel trouvait une excuse. J'étais endormie, j'avais une crise de douleur, ou j'étais trop fragile pour parler. Bientôt, plus personne ne venait. Les voisins, qui me saluaient autrefois avec chaleur, ont cessé de demander de mes nouvelles, convaincus par les mensonges de Daniel que j'avais besoin d'isolement. Un jour,
Dans un élan désespéré, j'ai tenté de résister. J'avais réussi, avec le peu de force qu'il me restait dans la main droite, à attraper le téléphone pendant que Daniel était sorti faire des courses. Mes doigts tremblaient, ma vision était trouble à cause des vitamines qu'il me donnait, mais j'ai composé le numéro des urgences. Ma voix était faible, brouillée, presque inaudible. La femme à l'autre bout du fil semblait confuse, me demandant de répéter « Aidez-moi, s'il vous plaît, mon fils, il me fait du mal. » Ai-je murmuré, les larmes coulant sur mes joues. Mais avant que je puisse en dire plus, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Daniel était de retour. Quand il m'a vu avec le téléphone, son visage s'est transformé. Il a arraché l'appareil de ma main et l'a jeté contre le mur, le brisant en 1000 morceaux. Puis il s'est penché vers moi, son souffle chaud contre mon visage, et a sifflé. « Tu veux vraiment que je t'envoie dans un hospice pour fous, maman? Parce que c'est ce qui arrivera si tu essaies encore de parler. Ils penseront que t'es devenue folle à cause de l'AVC. » Et puis, dans un acte de cruauté pure, il a pris la seule photo que j'avais de ma mère, un vieux cliché en noir et blanc où elle souriait, tenant un bouquet de fleurs. Il l'a déchiré devant mes yeux, laissant les morceaux tomber sur le sol comme des cendres. « Ça, c'est pour t'apprendre à obéir », a-t-il dit, son sourire froid me glaçant le sang. Cette destruction de mon dernier lien avec ma mère m'a brisé plus que n'importe quel attouchement. C'était comme s'il arrachait mon passé, mon identité, pour me réduire à rien. La torture psychologique était presque pire que les abus physiques. Daniel contrôlait tout, ce que je mangeais, ce que je regardais à la télévision, les médicaments que je prenais. Il décidait qui pouvait entrer dans la maison, ou plutôt, il s'assurait que personne n'y entre. Quand le téléphone sonnait, il répondait toujours, disant que j'étais trop faible pour parler, que le médecin avait interdit toute conversation. Si quelqu'un insistait, il apportait le téléphone près de moi, mais restait à côté, surveillant chaque mot, son regard menaçant me réduisant au silence. Une fois, une voisine, Madame Evelyne, une femme âgée qui vivait à côté, est passée devant notre maison et a jeté un coup d'œil par la fenêtre. J'ai essayé de faire un signe avec mes yeux, un appel muet à l'aide, mais Daniel était là, comme toujours. Il a couru vers la fenêtre, a tiré les rideaux et a crié « Maman a une crise de douleur aujourd'hui, mais elle va mieux, ne vous inquiétez pas. » Evelyne est partie, et avec elle, mon dernier espoir de contact avec le monde extérieur. Les abus physiques, eux, devenaient de plus en plus audacieux. Daniel avait inventé une routine de kinésithérapie qu'il disait avoir apprise sur Internet. Ces séances étaient une parodie grotesque de soins médicaux. Il manipulait mon corps, me forçant à faire des mouvements qui n'avaient rien à voir avec la rééducation, touchant des parties de mon corps qui n'auraient jamais dû l'être. Il disait que c'était pour éviter que mes muscles s'atrophient, que sans ces exercices, je resterais paralysé à vie. Mais ses mains s'attardaient, pressaient, exploraient, et chaque contact me remplissait d'un dégoût si profond que je me sentais souillé jusqu'à l'âme. Une fois, alors que je tentais de fermer les yeux pour échapper à l'horreur, il a murmuré « Inutile de faire semblant de dormir, maman. Je sais quand tu es réveillée. » Ces mots m'ont glacé, me rappelant que j'étais entièrement à sa merci, sans échappatoire. Le pire, c'était ses déclarations d'amour tordues. Pendant qu'il me touchait, il disait « Je fais ça parce que je t'aime, maman. Tu es la femme la plus importante de ma vie. » Il mêlait ses actes ignobles à des mots qui auraient dû être sacrés, profanant l'amour d'une mère pour son enfant. Cette perversion me rendait malade, mais j'étais impuissante. Mon bras gauche était inerte, ma jambe gauche ne répondait pas, et même ma main droite, la seule partie de mon corps encore fonctionnelle, n'avait pas assez de force pour le repousser. J'étais prisonnière de mon propre corps, voyant et ressentant tout ce qu'il me faisait, mais incapable de réagir. Chaque jour, je priais pour que quelqu'un entende mes cris silencieux, pour que quelqu'un vienne me sauver de cet enfer.
Mais Daniel avait construit une façade parfaite. Aux yeux du monde, il était le fils modèle, celui qui avait tout abandonné pour s'occuper de sa mère malade. Les voisins le félicitaient, disaient qu'il était un exemple de dévouement. Comment aurait-il pu imaginer la vérité? Un soir, l'horreur a atteint un nouveau sommet. Daniel est rentré tard, puant l'alcool, les yeux brillants d'une lueur que je ne reconnaissais pas. Il s'est assis au bord de mon lit, pleurant, disant qu'il souffrait de ne pas avoir de petit ami, que personne ne voulait de lui parce qu'il passait tout son temps à s'occuper de moi. Puis, avec une voix tremblante, il a dit « Tu es ma mère, tu dois m'aider, c'est à cause de toi que je suis seule. » Ce qui s'est passé ensuite était si atroce que je ne peux le décrire sans sentir la bile remonter dans ma gorge. Il m'a violée, sans retenue, sans honte, disant que c'était normal, que c'était notre lien spécial. Après, il s'est endormi à côté de moi, comme si de rien n'était, tandis que je restais éveillée, le corps tremblant, l'esprit brisé. Le lendemain, il a agi comme si rien ne s'était passé, me servant le petit déjeuner avec un sourire, disant « On est plus proches maintenant, pas vrai, maman? » Cette phrase m'a donné envie de hurler, mais ma voix était éteinte, étouffée par la peur et les drogues qu'il me donnait. À partir de ce jour, ma vie est devenue un cycle de terreur sans fin. Chaque matin, il commençait par des examens pour vérifier si j'avais des escarres, mais ces vérifications étaient des excuses pour toucher mon corps, pour satisfaire ses désirs malades. Chaque après-midi, il y avait les bains, qui duraient des heures, accompagnés de ses commentaires sur ma saleté et la nécessité de me nettoyer correctement. Chaque nuit, il inventait de nouveaux soins spéciaux pour mon soi-disant bien-être. Des actes qui me laissaient dans un état de choc, incapable de penser, incapable de ressentir autre chose que du dégoût. Il me répétait que j'étais un fardeau, que personne d'autre ne voudrait s'occuper de moi, que je devais être reconnaissante pour son sacrifice. Il me menaçait de m'envoyer dans un hospice où je serais maltraitée, où je pourrirais seule. Il peignait un tableau si terrifiant que, malgré l'horreur qu'il me faisait subir, j'avais peur de le perdre, peur de me retrouver sans personne. Mais ce qui m'a fait bouillir de rage, ce qui m'a donné envie de crier jusqu'à ce que le monde entier m'entende, c'est ce jour où Marc est revenu. Cette fois, il n'était pas seul. Il a amené une femme, Lisa, une petite amie de Daniel que je n'avais jamais vue auparavant. Elle était jeune, avec un rire strident et un regard méprisant. Daniel l'a présentée comme une aide supplémentaire, disant qu'elle voulait apprendre à s'occuper de moi. Mais dès qu'elle est entrée dans ma chambre, j'ai vu dans ses yeux qu'elle n'était pas là pour aider. Pendant que Daniel me lavait, Lisa regardait, riant doucement, faisant des commentaires cruels. « Wow, c'est vraiment un boulot dégueulasse. T'es courageux, Daniel, de t'occuper d'une vieille comme ça. » Puis, dans un moment qui m'a donné envie de disparaître, elle a ajouté « Elle doit être contente d'avoir un fils qui fait tout ça pour elle, non? » Ils ont ri ensemble, comme si ma souffrance était une comédie. Puis, Lisa a pris une éponge et a prétendu m'aider, frottant ma peau si fort qu'elle m'a fait mal, disant « Faut bien nettoyer, sinon elle va puer. » Daniel l'a laissé faire, encourageant ses moqueries, me regardant avec un sourire satisfait. J'étais là, nue, paralysée, humiliée par ces deux monstres qui se moquaient de ma douleur comme si j'étais moins qu'humaine. Cette scène m'a remplie d'une colère si intense que, pour la première fois, j'ai senti une étincelle de rébellion s'allumer en moi, même si je ne pouvais pas encore l'exprimer. J'ai essayé de résister à ma manière. Parfois, je faisais semblant d'avoir mal, espérant que Daniel arrêterait, mais il disait que la douleur était normale pour une personne ayant eu un AVC, que ses soins allaient m'aider. D'autres fois, je pleurais, espérant qu'il aurait pitié, mais il disait que mes larmes étaient un symptôme de mon état, que je devais me calmer pour guérir. Une fois, j'ai réussi à faire un signe à Madame Evelyne à travers la fenêtre, un regard désespéré, un mouvement de tête. Mais Daniel était là, comme toujours, et il a vite fermé les rideaux, disant à haute voix « Maman a mal aujourd'hui, mais je m'occupe d'elle. » Ah, tant pis, que men, qu'elle a. Chaque tentative de demander de l'aide était écrasée.
chaque lueur d'espoir éteinte. J'étais seule, prisonnière dans ma propre maison, dans mon propre corps, avec un monstre qui portait le visage de mon fils. Mais au fond de moi, une petite voix refusait de s'éteindre, une voix qui me murmurait qu'un jour, je trouverais un moyen de m'échapper. Cette voix, faible mais tenace, était tout ce qui me maintenait en vie. Un cri a tout changé. Après des années de silence, j'ai retrouvé ma voix et le monstre que j'avais élevé a enfin affronté la justice. Je suis Marguerite Dubois, une femme de 70 ans, et ce que j'ai vécu dans ma maison de Savannah, Géorgie, aurait pu me détruire. Mais je suis ici, debout, pour raconter comment j'ai transformé l'horreur en force, la douleur en triomphe. Ce que vous allez entendre maintenant est une histoire de rédemption, mais aussi de colère, une colère brûlante contre ceux qui trahissent les plus vulnérables. Si vous ressentez cette rage, montrez-le-moi. Aimez cette histoire et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour soutenir les survivantes comme moi. Ce chapitre est celui de ma libération, de ma reconstruction et d'une confrontation finale qui m'a permis de reprendre le pouvoir qu'on m'avait volé. Les années d'abus sous les mains de Daniel, mon propre fils, et de ses complices odieux, Marc et Lisa, m'avaient laissé brisée, prisonnière d'un corps paralysé et d'un esprit manipulé. Chaque jour était une répétition de l'horreur, des bains prolongés, des soins qui n'étaient que des violations, des menaces qui me réduisaient au silence. Mais un après-midi, tout a basculé. Madame Evelyne, ma voisine, une femme âgée au regard perçant et à la détermination farouche, a entendu mes cris désespérés à travers les murs fins qui séparaient nos maisons. Ce jour-là, Daniel était en plein dans une de ses séances de soins, ses mains s'attardant sur mon corps avec cette assurance écœurante, tandis que je hurlais avec une force que je ne savais plus posséder. Mes cris n'étaient pas seulement de douleur, mais de rage, une rage accumulée pendant des années d'impuissance. Evelyne, qui était chez elle, malade et alitée, a reconnu dans mes hurlements quelque chose de plus qu'une simple crise de douleur. Elle a raconté plus tard que ces cris lui avaient donné des frissons, comme le son d'une âme torturée luttant pour survivre. Sans hésiter, Evelyne a boité jusqu'à ma porte, frappant avec insistance. Daniel, comme toujours, a ouvert avec son sourire mielleux, disant que j'avais une crise de douleur et qu'il m'avait déjà donné des médicaments. Mais Evelyne n'était pas dupe. Elle a poussé la porte, ignorant ses excuses, et m'a trouvé dans mon lit, en sueur, les joues mouillées de larmes, les marques de mains sur mon cou. Mes yeux, exorbités de désespoir, criaient ce que ma voix ne pouvait plus dire. Elle m'a regardée et a dit d'une voix tremblante de colère, « Marguerite, je vais appeler les secours. Ça ne va pas du tout. » Daniel a essayé de l'en empêcher, disant que ce n'était pas nécessaire, que j'étais juste agitée. Mais Evelyne, avec une force que son corps frêle semblait à peine pouvoir contenir, l'a repoussé et a composé le 911 sur son propre téléphone. En attendant l'ambulance, elle est restée à mes côtés, tenant ma main, me murmurant « Tiens bon, Marguerite, je suis là. » Pour la première fois en 8 ans, je n'étais pas seule face à mon bourreau. À l'hôpital, un médecin, le docteur Patel, un homme à la voix douce mais au regard sérieux, a remarqué quelque chose d'anormal. Il a vu les marques sur mon corps, les signes de stress extrême, et a insisté pour m'examiner seule, sans Daniel. Ce dernier a protesté, disant que j'étais nerveuse sans lui, que je pouvais faire une autre crise. Mais le docteur Patel, inflexible, l'a fait sortir de la pièce. Pour la première fois depuis des années, j'étais seule avec quelqu'un qui pouvait m'aider. Quand il m'a demandé si quelqu'un me faisait du mal, les mots ne sortaient pas correctement. Ma voix était brouillée par les médicaments et la peur. Alors il m'a posé des questions simples, me demandant de hocher la tête pour répondre par oui ou non. « Est-ce que quelqu'un vous fait du mal à la maison ?» J'ai hoché la tête. « Est-ce votre fils ?»
Un autre hochement, plus ferme. Les larmes coulaient, mais pour la première fois, elles étaient mêlées d'un espoir fragile. Le docteur Patel a appelé une assistante sociale, Landa, une femme d'une 40aine d'années avec une présence rassurante, et une psychologue, le docteur Marie-Claire, qui m'ont écouté avec patience. Malgré ma parole hésitante, elles ont compris l'horreur que je vivais. J'ai tout raconté. Les attouchements, les viols, les menaces, la complicité de Marc, les moqueries de Lisa. Elles étaient horrifiées, mais elles m'ont cru. Quand ils ont confronté Daniel, il a nié avec une froideur qui m'a glacé le sang. Il a dit que j'étais folle, que l'AVC m'avait rendue délirante, que j'inventais des histoires pour le punir de son dévouement. Il parlait avec une telle assurance, un tel aplomb, que j'ai craint un instant qu'il le croie. Mais Linda, l'assistante sociale, a insisté pour des examens médico-légaux. Les résultats étaient accablants. Des marques de violence récentes et anciennes, des preuves irréfutables d'abus sexuels. La police est arrivée et Daniel a été arrêté sur le champ, menotté devant moi, criant que j'étais une menteuse, que je détruisais sa vie. Mais cette fois, ces mots n'avaient plus de pouvoir. La vérité était inscrite sur mon corps et personne ne pouvait l'ignorer. Ce qui m'a mise hors de moi, ce qui a fait bouillir mon sang, c'est ce qui s'est passé au tribunal. Daniel, avec son avocat, a continué à jouer la victime. Il a pleuré, disant qu'il avait tout sacrifié pour moi, qu'il était un fils dévoué. Mais le pire, le plus révoltant, a été le témoignage de Lisa, sa petite amie. Cette femme, avec son regard arrogant et sa voix stridente, a osé monter à la barre et mentir devant tout le monde. Elle a dit que j'étais confuse, que j'avais des hallucinations à cause de mon AVC, que Daniel était un saint qui m'avait sauvée. Elle a raconté des histoires inventées de toutes pièces, disant qu'elle m'avait vu délirer à la maison, que j'avais accusé Daniel de choses absurdes. Chaque mot qu'elle prononçait était un coup de poignard. Cette femme, qui avait ri de ma douleur, qui avait participé à mon humiliation, se tenait là devant un juge et mentait pour protéger un monstre. La salle d'audience était silencieuse, mais je voyais les visages des gens. Certains semblaient douter, influencés par son assurance. Ma colère était telle que j'ai cru que mon cœur allait exploser. Mais les preuves parlaient d'elles-mêmes. Le rapport médico-légal, les témoignages du docteur Patel et de Linda, et même celui d'Evelyne qui a raconté mes cris déchirants, ont fait pencher la balance. Daniel a été condamné à 12 ans de prison pour viol sur personnes vulnérables, séquestration et maltraitance. En le voyant partir menotté, j'ai senti un poids s'envoler, mais la colère contre Lisa, qui a échappé à toute punition, brûlait encore en moi. Après l'hôpital, j'ai été accueillie par ma cousine éloignée, Béatrice, une femme robuste et chaleureuse que je n'avais pas vue depuis des décennies. Elle avait entendu parler de mon histoire par une amie infirmière et a décidé de m'ouvrir sa maison, un petit cottage dans un quartier paisible de Savannah, entouré d'arbres et de fleurs. Béatrice a adapté une chambre au rez-de-chaussée pour moi, avec des barres de soutien dans la salle de bain et un lit bas pour que je puisse m'asseoir seule. Pour la première fois en 8 ans, j'étais dans un endroit où je me sentais en sécurité. Mais les premières semaines étaient difficiles. Chaque bruit me faisait sursauter, chaque contact me faisait reculer, mon corps encore marqué par la peur. Béatrice, avec une patience d'ange, parlait doucement, m'avertissant avant de me toucher, me traitant avec une tendresse qui me rappelait ce que l'amour véritable signifiait. Béatrice m'a présenté à Emma, une autre survivante d'abus, une femme dans la trentaine qui animait un groupe de soutien dans le quartier. Emma, avec ses cheveux courts et son regard déterminé, m'a accueillie comme une sœur. Elle m'a raconté son histoire, comment elle avait échappé à un mari violent, et m'a dit « Marguerite, tu n'es pas seule. Nous sommes des guerrières et nous allons te relever. » Avec Béatrice et Emma, j'ai commencé à travailler avec une kinésithérapeute, Mélissa, une femme énergique qui croyait en ma capacité à récupérer. Les premières séances étaient douloureuses, mon corps contracté par la peur et le trauma. Mélissa m'a appris à respirer, à détendre mes muscles,
à faire confiance à mon corps à nouveau. Un jour, alors que je tentais d'attraper un objet sur la table, ma main gauche a bougé pour la première fois depuis l'AVC. Ce n'était qu'un léger frémissement des doigts, mais j'ai pleuré de joie, et Mélissa, émue, m'a dit « Marguerite, ton corps revient à la vie, ne lâche pas. » Que, avec le docteur Marie-Claire, la psychologue, j'ai appris à nommer ce que j'avais subi. Violence sexuelle, abus sur personnes vulnérables, séquestration. Elle m'a aidé à comprendre que rien de tout cela n'était de ma faute, que l'AVC n'était pas une punition divine, que je n'avais pas mérité cette souffrance. Ces mots ont été comme une lumière dans l'obscurité, me permettant de commencer à me pardonner, à me libérer de la culpabilité que Daniel avait implantée en moi. Après des mois de travail acharné, j'ai fait mes premiers pas avec une canne, tremblante mais déterminée. Chaque pas était une victoire, une preuve que je pouvais reprendre le contrôle de ma vie. Béatrice et Emma étaient là, applaudissant, pleurant avec moi, me rappelant que j'étais plus forte que je ne le pensais. Inspirée par leur soutien, j'ai décidé de reconstruire ma vie. Béatrice m'a parlé d'un cours sur les plantes médicinales donné par une femme du quartier, Madame Carmen. Ce cours a été une révélation. J'ai appris à connaître les herbes, leurs propriétés, comment préparer des tisanes, des onguents, des sirops. Carmen m'a dit que j'avais un don, une main pour les plantes, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie utile. Avec l'aide de Béatrice, j'ai ouvert une petite boutique de produits naturels près du parc Forsyth. Mon comptoir, d'abord modeste, s'est transformé en un espace rempli de bocaux d'herbes, de flacons d'onguents et d'une table où je conseillais mes clients. Les gens venaient de toute la ville, cherchant des remèdes pour leurs maux, mais aussi pour parler, pour partager leurs histoires. Ma boutique est devenue un refuge, un lieu de guérison, et moi, Marguerite, je suis devenue une figure respectée, une femme qui avait transformé son douleur en mission. J'ai aussi créé un groupe de soutien informel avec Emma pour les femmes victimes de violences. Chaque mardi, après la fermeture de la boutique, nous nous réunissions dans l'arrière-salle, partageant nos expériences, nous donnant du courage. Ces femmes, comme moi, avaient été brisées, mais ensemble, nous nous relevions. Une d'entre elles, Sophie, m'a raconté comment mes paroles l'avaient poussée à dénoncer son mari violent. Chaque histoire de victoire renforçait ma détermination. J'avais trouvé un nouveau sens à ma vie, et avec Thomas, un veuf de 68 ans qui venait acheter des tisanes à la boutique, j'ai découvert un amour respectueux, doux, tout ce que Daniel n'avait jamais été. Thomas m'apportait des fleurs, m'écoutait, me traitait comme une reine. Ensemble, nous allions au cinéma, nous promenions dans le parc, vivant une romance simple mais profonde. Mais un jour, alors que j'organisais des bocaux dans ma boutique, une voix tremblante m'a arrêté net. « Maman, j'ai besoin de toi. » C'était Daniel, mais pas le Daniel fort et menaçant d'autrefois. Il était là, maigre, voûté, s'appuyant sur une canne, les yeux enfoncés, la peau jaunâtre. Il m'a dit qu'il souffrait de sclérose en plaques, qu'il perdait ses mouvements, qu'il ne pouvait plus travailler ni se laver seul. Il pleurait, me suppliant de l'aider, disant qu'il n'avait personne d'autre, que j'étais sa seule famille. Il a osé parler de regrets, disant qu'il savait qu'il m'avait fait du mal, mais que maintenant il était malade, vulnérable, comme je l'avais été. Cette audace m'a fait bouillir de rage. Comment osait-il, après m'avoir violée, humiliée, détruite pendant une décennie, venir mendier mon aide? J'ai respiré profondément, sentant une colère froide mais puissante monter en moi. « Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas ?» ai-je dit, ma voix ferme comme jamais. Être dépendant, incapable de te défendre, à la merci de quelqu'un d'autre. Tu te rappelles ce que tu m'as fait pendant toutes ces années? Tu te rappelles comment tu m'as menacé, comment tu as profité de ma faiblesse? Il a essayé de m'interrompre, pleurant, disant qu'il était jeune, immature, qu'il regrettait. Mais je l'ai arrêté. Ton regret, c'est de l'intérêt, pas du remords. Si tu étais en bonne santé, tu ne serais pas ici. Puis,
il a joué sa dernière carte, disant que j'étais une femme de cœur, une femme de foi, que je ne pouvais pas abandonner mon fils. J'ai ri, un rire amer qui m'a surprise moi-même. Mon fils est mort il y a longtemps. L'homme devant moi est un étranger qui m'a fait un mal indicible. Sors de ma boutique, Daniel. Va chercher un hospice public, une institution. Tu as perdu le droit à mon aide quand tu as fait de moi un objet pendant 10 ans. Il est parti, titubant, pleurant bruyamment, mais je n'ai ressenti ni pitié ni culpabilité. J'ai fermé la boutique, je me suis assise derrière le comptoir et j'ai pleuré, non pas de tristesse, mais de libération. Pour la première fois, j'avais regardé mon bourreau dans les yeux et dit non. J'ai appris plus tard qu'il avait fini dans un hospice public où il vivait dans des conditions difficiles, dépendant de personnel surmené. C'était la justice qu'il méritait. Aujourd'hui, à 70 ans, je suis une femme épanouie. Ma boutique prospère, Béatrice est ma famille de cœur, Thomas m'aime avec respect et mon groupe de soutien aide des dizaines de femmes à se libérer. Mon histoire prouve qu'il n'y a pas d'âge pour recommencer, que la douleur peut devenir une force et que la plus douce des revanches est de vivre bien. L'histoire de Marguerite Dubois, une femme de 70 ans qui a enduré 12 années d'abus inimaginables de la part de son propre fils, Daniel, avant de renaître de ses cendres pour devenir une figure d'inspiration à Savannah, est une leçon de résilience, de courage et de dignité. En tant que Française, je suis profondément touchée par cette histoire, non seulement en raison de l'horreur qu'elle décrit, mais aussi pour la force qu'elle incarne, une force qui résonne avec les valeurs françaises d'honneur, de justice et de solidarité. À travers l'épreuve de Marguerite, nous pouvons tirer des leçons universelles, applicables à notre propre vie, qui nous poussent à réfléchir sur notre capacité à surmonter l'adversité, à protéger les plus vulnérables et à transformer la douleur en un moteur de changement. D'abord, l'histoire de Marguerite nous enseigne l'importance de l'écoute et de la vigilance face aux signes de détresse. En France, où la communauté et la solidarité sont des piliers culturels, nous valorisons le lien social, le soutien entre voisins, comme celui qu'Evelyne a offert à Marguerite. Son intervention, motivée par un instinct de compassion et un refus de fermer les yeux, a sauvé une vie. Cela nous rappelle que nous devons être attentifs au silence, au regard, aux cris étouffés de ceux qui souffrent autour de nous. Trop souvent, nous passons à côté des appels à l'aide, croyant que tout va bien ou que ce n'est pas notre rôle d'intervenir. Marguerite a été isolée par Daniel, coupée du monde, parce que personne ne s'est assez interrogé sur son absence. Appliquons cette leçon dans notre quotidien. Prenons le temps de vérifier l'état de nos proches, de nos voisins, surtout ceux qui semblent disparaître de la vie sociale. Un simple geste, comme frapper à une porte ou poser une question sincère, peut faire la différence. Ensuite, cette histoire met en lumière la force de la résilience et la capacité à se reconstruire, même après les pires traumatismes. Marguerite, après des années d'abus et de manipulation, a trouvé la force de marcher à nouveau, de créer une boutique prospère et d'aider d'autres femmes victimes de violences. En France, nous admirons les figures comme Jeanne d'Arc ou Simone Veil, des femmes qui, face à l'adversité, ont transformé leur douleur en action. Marguerite incarne cette même résilience. Elle nous enseigne que, peu importe l'âge ou la gravité des blessures, il est toujours possible de recommencer. Cette leçon est précieuse dans une société où l'on peut se sentir défini par ses échecs ou ses souffrances. Que ce soit après une perte, une trahison ou un échec professionnel, nous pouvons, comme Marguerite, chercher du soutien auprès d'amis, de professionnels ou même d'inconnus bienveillants et trouver un nouveau sens à notre vie. Pour moi, cela signifie ne jamais abandonner mes projets, même face à des obstacles, et chercher des passions, comme Marguerite l'a fait avec les herbes médicinales, pour redonner un but à mon existence. Un autre enseignement crucial est le refus de pardonner sans justice. Lorsque Daniel, malade et affaibli, est revenu supplier Marguerite, elle a choisi de ne pas céder à la pitié manipulatrice.
En France, où la justice est une valeur fondamentale, incarnée par des institutions comme la Cour d'assises, nous comprenons l'importance de tenir les coupables responsables, même lorsqu'ils sont des proches. Marguerite n'a pas pardonné par obligation, malgré son lien maternel, car elle savait que le pardon sans repentir véritable est une porte ouverte à plus de douleur. Cette leçon m'invite à réfléchir à mes propres relations. Il est essentiel de poser des limites claires et de ne pas tolérer les comportements toxiques, même de la part de ceux que nous aimons. Cela demande du courage, mais c'est une affirmation de notre dignité. Enfin, Marguerite nous montre le pouvoir de transformer la douleur en mission. Sa boutique et son groupe de soutien pour les femmes victimes de violences sont des actes de générosité nés de sa souffrance. En France, nous valorisons l'idée de fraternité, et Marguerite l'incarne en aidant d'autres femmes à se libérer. Cela m'inspire à chercher des moyens de donner un sens à mes propres épreuves, que ce soit en partageant mon expérience, en soutenant une cause ou en aidant une personne dans le besoin. Par exemple, je pourrais m'engager dans une association locale pour les victimes de violences domestiques ou simplement offrir une écoute à quelqu'un qui traverse une épreuve. Chaque petit geste compte. En conclusion, l'histoire de Marguerite Dubois est un cri de résilience et de justice qui nous secoue et nous inspire. Elle nous rappelle que la force humaine peut triompher des pires horreurs, que la solidarité peut sauver des vies et que la douleur peut devenir une source de lumière pour les autres. Appliquons ces leçons. Soyons vigilants, résilients, justes et engagés dans nos communautés. Si cette histoire vous a touché, montrez votre soutien. Aimez cette vidéo. Partagez-la pour que d'autres entendent ce message. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de courage et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour rendre hommage à Marguerite et à toutes les survivantes. Ensemble, faisons entendre leur voix.